Bienvenue à toutes et à tous dans Conversation, une émission de Madame Figaro. Comme chaque semaine, avec mon invité, nous allons parler de son actualité, mais aussi de ses goûts et de ce qui l'a formé, de ce qui l'a mené là où nous sommes. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Persona. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je vous pose ma question habituelle maintenant pour commencer. Ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être Raphaël Persona en ce moment? Alors je vais juste prendre le en ce moment de votre question qui me plaît bien. Ouais. En ce moment c'est très agréable parce que on arrive à la conclusion en fait d'un long projet, d'un long processus qui a été de faire ce film sur Maurice Ravel, ce boléro, et ça a pris presque 2 ans en fait depuis le début du projet. Et je dois dire qu'à toutes les étapes qui ont pu avoir lieu, ça a été des surprises, des découvertes, et là on arrive un peu à l'issue finale, à la libération de tout ça, et puis surtout voir le travail de toute cette équipe qui enfin va être présentée. Donc moi j'avoue que ces périodes qui précèdent la sortie d'un film, je les trouve particulièrement excitantes. Ouais. Vous avez dit des surprises, le film d'ailleurs s'appelle Boléro, le mystère Ravel. Ouais. Quelles ont été les surprises comme ça, les choses les plus marquantes durant ces dernières années? Interpréter un rôle pas évident d'ailleurs. En fait, ce qui est fou, c'est que ce rôle arrive à un moment où j'ai 41, voilà, j'ai passé la quarantaine, et je me souviens d'avoir lu une interview quand j'avais, je sais pas, 33, 34, où j'aimais pas trop ce qu'on me proposait, et j'avais lu une interview d'un acteur, je crois que c'était Magimel d'ailleurs, qui disait « les rôles intéressants arrivent à 40 ans ». Ah ouais. Et je dois dire que quand j'ai lu le script de Anne Fontaine sur Ravel, je me suis dit, ok, c'est le moment où j'ai la chance de rencontrer, ce qui n'arrive pas d'ailleurs tout le temps, mais où j'ai la chance de rencontrer un personnage où je me sens en totale amitié avec lui. Moi, j'ai souvent tendance à penser qu'un personnage qu'on va interpréter, il faut le considérer comme un ami. Ah oui. Même s'il est répréhensible, même s'il n'est pas un type bien, ça reste un ami, donc on doit le défendre, quoi qu'il arrive. Pour un personnage, hein, j'entends. Et dans la vie aussi, c'est mieux. C'est la vraie amitié. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait, avec le personnage de Ravel, et pourtant quelqu'un d'assez en retrait, c'est quelqu'un, en tout cas dans le film, au début du film, quelqu'un d'assez discret, qui est un peu en retenue. J'ai tout de suite senti une amitié folle pour ce personnage. Quel genre d'amitié, justement? C'est intéressant. Quel genre d'amitié on peut entretenir avec un personnage? Avec un personnage, et surtout avec celui-là, avec Ravel, effectivement, que vous décrivez. Avec celui-là, ça a été, en fait, je suis fasciné par la capacité de ce type d'artiste à vraiment consacrer l'intégralité de sa vie, mais quand je dis vraiment l'intégralité, c'est l'intégralité, pour son art. Avec tous les sacrifices que ça comporte, et en même temps avec la folie que ça suppose. Et ce que j'aime avec Ravel, qui est un peu, on pourrait même le comparer à un poète portugais qui est Pessoa, que j'adore. Ouais. Et en fait, c'est des petits bonshommes comme ça qui payent pas de mine, même si Ravel était assez dandy dans sa manière de s'habiller. Mais en tout cas, quelqu'un d'assez discret, ça pourrait être le petit élève au fond de la classe qu'on n'entend pas. Et en fait, il y a un monde extraordinaire à l'intérieur de leur cerveau et de leur création. Mais ils n'ont pas besoin d'afficher quoi que ce soit. Ouais. Parce que leur force intérieure est tellement immense qu'ils n'ont pas besoin de la prouver. Vous citez Pessoa, j'ai l'impression qu'il y a une correspondance entre Pessoa et Ravel. Pessoa en a fait un livre, c'est l'intranquillité. Ouais. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'intranquille? Totalement. Ouais. Totalement. Ça peut être une nourriture, ça peut être... En même temps, pour ses proches, ça peut être pénible. Et en même temps, c'est ce qui me permet d'essayer de ne pas trop se reposer sur des lauriers s'il y en a, mais en tout cas, de ne pas trop avoir de certitude. Ça, c'est... même si parfois je suis convaincu de choses, je vais être quand même capable... Ce que j'aime avec ce métier, c'est justement, il nous bouscule dans nos certitudes. Puisqu'on plonge dans divers univers qui peuvent être complètement opposés, et on a la chance de vraiment plonger dedans quand on fait notre métier correctement, c'est-à-dire on peut découvrir des métiers. Moi j'ai été, et j'ai vraiment la sensation de l'avoir été, j'ai été flic, j'ai été militaire, j'ai été chef d'orchestre, j'ai été compositeur, et en fait par ce métier-là, on rencontre des personnes
extrêmement différentes, donc qui bousculent toutes vos idées préconçues sur tel ou tel métier. Donc ça, j'aime aussi être bousculé et être intranquille par ces rencontres-là qu'amène ce métier. J'ai été aussi bousculé pas mal de fois dans ce métier par des voyages qui ont induit certains tournages. J'avais été au Cambodge, où j'avais fait un film de Régis Varnier sur la période des Khmers rouges, période que je connaissais mal, voire pas du tout, période qui n'est pas trop enseignée, pas trop racontée, qui peut-être dérange encore. Et ça avait été je pense à ça comme ça, mais ça avait généré de l'intranquillité. Ouais. Mais qui, au final, c'est pas pour se faire du mal, l'intranquillité. Non, j'ai compris, oui, bien sûr. Au final, c'est parfois une un petit truc qui... Ouais. Je voudrais, vous avez parlé de vos 40 ans, de vos 30 ans, mais je voudrais qu'on revienne vraiment bien plus en arrière. Allez. On va regarder une photo que vous nous avez envoyée. Qui est ce petit bonhomme? Ce gros bonhomme. Oh. Si, une petite bouboule. Un petit bouboule. Ouais. C'est vous? Ouais, j'aime bien cette photo. J'ai pas beaucoup de photos d'enfance, mais ce que j'aime, c'est que c'est vraiment moi, là. Ah ouais? C'est ce petit bidou, je suis bien, je suis tranquille, ça me dérange pas de le montrer comme ça, très content. Ouais. Je crois que c'était chez mes grands-parents, je sais pas. Vous avez quel âge, là? 3 ans? Ouais, 3-4 ans, ouais. Et je sais que j'étais assez gueulard, insupportable. Ah bon? Mais joyeux, hein. Vous avez l'air tout mignon et gentil. Ouais, mais il y a toujours une connerie qui va se faire. Ouais. Et à quel âge vous avez perdu vos joues et votre petit bidon, là, comme vous dites? Ça, je l'ai perdu après, à l'adolescence. Mais j'étais le petit bouboule, ouais. Ce qui m'a servi quand j'ai fait un peu de rugby quand j'avais 11-12 ans. J'étais le gars qui courait vite et qui était gros. Donc voilà, c'était pas mal. Et puis à l'adolescence, voilà. Bon, voilà, j'ai perdu ça. Vous avez quel souvenir de votre enfance, comme ça, là, quand vous voyez ça? C'est quoi? C'est intranquille, déjà ou très intranquille, parce que une situation entre des parents pas très stable, comme ça arrive très souvent. Donc, mais pas malheureux, hein, très, très heureux, parce que j'ai toujours mon grand frère avec qui on était très soudés. Mon petit frère est arrivé 10 ans après. C'est des années... En fait, c'est des années, c'est un peu confus. Là, on n'est pas dans Pessoa, on est dans Modiano. C'est un peu entouré de brouillard. C'est un peu... Mais avec des moments très heureux. Mais ouais, je vois la bêtise dans l'œil de cet enfant et ça me fait plaisir. Là, vous voyez cette photo, est-ce que vous vous souvenez, comme dans un Modiano, où est-ce que c'était, par exemple? Quel quartier, quelle rue, ça, c'est dans le Béarn, ça. Ah oui. Ça, c'est à Sauveterre, à côté de Navaringue, c'est Sauveterre de Béarn. Ouais, donc c'était chez mes grands-parents qui étaient béarnais. Moi, je suis né à... mon grand-père était béarnais, et moi, je suis né à Pau. Donc, il y a une partie là-bas. Mais j'y reviens pas assez à Pau. Ah oui. Ouais. Enfin, je ne sais pas s'il faut, mais... Enfin, voilà. Vous faites l'acteur, déjà, à ce moment-là? Ah ouais. Je fais l'acteur, mais sans le savoir. Je crois que je casse les oreilles de tout le monde, surtout. Ah bon? J'ai pas compris encore qu'être acteur, c'est pas forcément gueuler. Okay. Parfois... c'est pour ça que j'ai commencé par le théâtre, où on peut... C'est plus... Comment dire? C'est plus expansif. On peut déclamer. Et voilà. Et après, le cinéma, on essaye d'atténuer, de réduire un petit peu les choses. Ouais. D'accord. On va passer à une autre séquence, je vais vous faire écouter de la musique. Ça commence très bien déjà. Si vous reconnaissez. On va écouter un morceau. J'entends le début. C'est le début de la valse. Non? Non. Pas du tout. C'est Ravel, c'est le concerto pour la main gauche. Ah bah voilà, je le connais mal. C'est honteux. Ça commence très mal. Oh. Ah ouais. Vous avez beaucoup pratiqué Ravel? J'ai beaucoup pratiqué Ravel, mais pas le concerto pour la main gauche. Et je vous avoue que j'ai un peu fait l'impasse.
qui est une œuvre plutôt tardive, je Ouais, crois, qui est une de œuvre Ravel. tardive, qui arrive après la Première Guerre mondiale. Voilà, qu'il fait spécialement Voilà, pour un interprète qui a perdu son bras droit. Absolument. Mais au départ, j'ai dit la valse, parce que la valse il la compose après aussi la Première Guerre mondiale. Et il y a un passage dans le film sur la Première Guerre mondiale, et en fait, cette guerre l'a marqué au fer rouge, et moi j'ai l'impression a marqué toute sa musique. C'est-à-dire que là où il y avait quelque chose d'un petit peu... je suis pas un spécialiste de musique classique, mais un peu de romantique, ou parfois à la manière d'eux, ce que certains lui reprochaient. Après la guerre, on sent, par exemple, dans cette valse, dans le concerto que je connais moins, comme vous avez pu le voir, mais en tout cas dans la valse, on sent que justement la guerre a marqué sa musique et que il l'a retranscrit dans sa partition. C'est-à-dire qu'au départ, on commence comme une belle valse, et puis on a vraiment l'impression d'entendre les sons d'obus, etc., qui viennent charcuter sa musique. Donc oui, l'apprentissage de Ravel, il a été pas juste à l'écoute, comme vous avez pu le voir. J'ai honte de ne pas connaître ce passage-là. Mais ça a été un an de pratique du piano. Vous pratiquiez déjà ? Je croyais pratiquer. Puis il y a Alexandre Tarot qui a joué du Ravel devant moi. Et là, je me suis dit, bon, alors il y a un peu de travail. Et puis après, j'ai été aidé par un prof de piano qui s'appelle, et pianiste, Frédéric Weissknitter. Et pendant un an, on a essayé de faire en sorte que dans le film, je fasse 80% des parties au piano. Okay. Et aussi, il y avait la direction d'orchestre dans 2 passages du film qu'il fallait travailler en amont. Voilà, donc ça a été mine de rien, la manière d'entrer aussi dans ce personnage. Oui, justement, je me demandais dans quel état d'esprit on se met quand on rentre dans un personnage, mais aussi dans un instrument, dans de la musique, dans quelque chose qui relève à la fois de la virtuosité, mais aussi du matériel. Dans quel état d'esprit on se met ? Pour la musique, Alexandre Tarot m'a dit, moi quand je joue du Ravel, j'ai l'impression de rentrer dans ses mains. J'aimais beaucoup cette image. Et il me dit, dans la musique de Ravel, il y a toute sa sensualité. Il me dit que c'est à l'époque, quand on prépare le film, Alexandre Tarot me dit que c'est le compositeur le plus sexuel qu'il connaisse, alors que dans sa vie, c'est quelqu'un d'extrêmement réservé. On ne connaît rien d'ailleurs sur sa vie amoureuse. Et il me dit que c'est absolument ça qu'il met dans sa musique en permanence. Donc après, quand je le travaille, quand je l'écoute, j'essaye de voir où est-ce qu'il sent ça, cette sensualité-là. J'essaye de me mettre à la place d'un pianiste, d'un interprète de Ravel. Après, pour rentrer dans un personnage, après, j'ai l'impression, il ne faut pas rentrer dans la théorie, mais chaque approche est différente. Moi, j'aime bien rentrer par le métier, par exemple, par savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, voilà, parce qu'il n'y a rien de plus concret, et ça permet de ne pas être trop psychologisant sur ce que notre défaut peut être parfois d'aller chercher absolument des choses qui vont être en fait assez basiques, parce que telle personne pratique tel métier, a ces habitudes-là, a cette façon-là de parler. Donc en fait, en pratiquant la musique, en pratiquant la direction d'orchestre, en abordant les choses de cette manière-là, la figure de Maurice Ravel était moins écrasante. Il y avait quelque chose de plus pareil, plus amical, c'est-à-dire... vous avez noué une amitié avec quelqu'un en apprenant son métier. Exactement. C'est pas mal. Ouais. On va écouter un autre morceau. Ah, j'espère... C'est chanson de la et j'ai un trou de mémoire absolu. Ça va arriver, vous allez voir le connaître. Aïe. On écoute encore quelques secondes. Chanson. Ah, c'est elle. Toi qui ne veux rien dire. C'est Balibar. Non, c'est Jeanne Moreau. Moi j'ai cru que c'était Jeanne Balibar. Je pense que Jeanne Balibar a dû reprendre cette chanson. Ah ouais. C'est Jeanne Moreau qui...
J'ai zéro pointé, hein. Vous vous rendez compte? C'est pas grave. C'est une catastrophe. On n'est pas du tout à l'école. Ça va. C'est Jeanne Moreau qui chante India Song, qui est la chanson du film de Marguerite Duras. Voilà. India Song. Je me demandais quel rapport vous aviez avant Ravel à la musique de film, justement, et aussi à une personnalité comme Jeanne Moreau, enfin des figures comme ça, qui sont au croisement finalement de la littérature, du cinéma, de la musique, etc. Quel est votre... Moi, je vous avoue que c'est pas tant la musique je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas tant la musique des films français, de Jacques Demy, etc., qui a bercé mon enfance. Moi, c'est plus Ennio Morricone, c'est plus Il était une fois dans l'Ouest, et ces thèmes comme ça, c'est des sons aussi, tout ça, un travail sur le son qui ont vraiment marqué mes débuts de spectateur de cinéma. Ah ouais. Le début de Il était une fois dans l'Ouest, dans la gare, avec ce grincement comme ça, qui devient presque une musique d'ailleurs à part entière, et puis après le thème qui arrive avec Charles Bronson qui arrive sur la voie de chemin de fer, là d'un coup ça m'embarque ailleurs, et d'ailleurs, en vous disant ça, je me dis tiens, ce grincement là dont je vous parle est un peu similaire aussi au boléro justement, puisque Ravel, enfin c'est un peu dit dans le film, je révèle rien, mais aurait trouvé ce rythme un peu entêtant en écoutant les machines dans les usines. Donc c'est une espèce de répétition. Donc c'est avec les bruits ambiants aussi qu'il arrive à faire des musiques, ces musiques. Je pense à une autre musique de film qui faisait ça aussi, mais qui est plus récente, c'est Lars von Trier. Il y avait Dancer in the Dark, il y avait toute la BO qu'avait fait Björk, justement en servant de tous les sons d'ambiance du film, où elle partait parfois de grincements sur le parquet, comme ça, elle arrivait à en tirer une musique. Donc en fait, la musique de film, pour reprendre votre question, c'était au départ assez classique, Morricone, tous les thèmes de Nino Rota, John Williams, les grands films comme ça, et c'est vrai que c'est plus tard, grâce à Tavernier d'ailleurs, que je découvre toute la musique de Sard. Et là, je tombe d'amour pour cette musique. Je trouve que c'est... Philippe Sard. Ouais, Philippe Sard. Et qui avait composé d'ailleurs la musique de La Princesse de Montpensier. J'avais pu l'écouter parler de la manière dont il avait composé ses thèmes, chercher une réalité historique aussi dans toute sa composition. Et c'était fascinant. Ouais. Donc voilà, c'était plus via l'Italie au départ. Ouais, très bien, très bien. On va passer à la séquence suivante. Ouais. Je vais vous proposer quelques mots. Allez, on va voir ce qu'ils vous font dire. Famille. Famille. C'est vraiment la chose la plus... C'est assez basique, mais la plus importante. Mais quelle qu'elle soit, la famille de sang ou de cœur, la famille qu'on se fabrique, ça c'est une valeur essentielle pour moi. Vous avez un enfant il n'y a pas longtemps? Ouais, j'ai une petite fille il y a 6 mois. Et ça aussi, dans l'arrivée d'un enfant dans une famille... Plus moi, je suis dans une famille décomposée, enfin recomposée. Enfin, c'est une grande salade, quoi. Voilà. Tout ça apaise les choses et c'est très beau. Et c'est beau de voir aussi toutes les familles qu'on peut avoir dans sa vie, amicale, amoureuse, famille de sang, se réunir aussi autour de quelqu'un. De ma fille, en revanche, en l'occurrence, qui vient d'arriver. Donc, oui, ça c'est mais même dans on parle de la grande famille du cinéma, je n'ai jamais trop su ce que ça voulait dire, mais il y en a plein de familles. Il y a plein de familles qui se font la guerre aussi, ça c'est assez rigolo. Mais, et en même temps, dans le cinéma, moi j'ai l'impression d'appartenir à aucune famille, justement, à aucun groupe, ce qui est en même temps c'est bien, ça donne une certaine liberté. Ouais. Et en même temps, c'est pas trop où vous mettez les pieds. Ouais, ou comment vous définir. Donc parfois ça peut déstabiliser, mais c'est normal. Mais ma famille à moi, elle est importante. Ouais. Très bien. Le mot suivant, plateau. Je me demandais comment vous êtes sur un plateau. Ah, moi j'adore le plateau. J'adore ce que j'aime sur le plateau, comme sur un plateau de théâtre ou de cinéma, c'est se dire que toutes ces personnes qui ont des compétences extrêmement diverses, avec des caractères extrêmement divers, parfois opposés, pour le moment du spectacle quand il s'agit d'une pièce ou pour le moment de la prise quand il s'agit d'un film,
tout le monde est réuni avec la même énergie pour aller vers ce moment-là et que ce moment-là soit à part. C'est une métaphore de la société que je trouve assez belle. Quand ça marche, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez magique, quoi, de voir un décorateur, un costumier, un acteur, un cantinier. Et on sait très bien sur un plateau que si l'un, à un moment, est un petit peu en retard et tout, ça va déséquilibrer tout le reste. Donc ça, c'est une métaphore de la société, de l'équilibre qu'on doit trouver en société qui est assez parlant. Il y a une autre signification à ce mot, et je me demandais, puisque vous avez parlé des 30 ans et des 40 ans tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment où on sent qu'on arrive à un plateau? Est-ce que vous avez eu peur à un moment de vous dire, tiens, est-ce que j'arrive à un plateau de mon travail, de ma façon de... Pas vraiment, je vous avoue. Non. Des étapes. Ouais, des étapes. Ouais. Des étapes. Plateau, il y aurait quelque chose qui empêche d'aller au-dessus ou qui écrase un peu. Non, des étapes. Mais qui sont les bienvenues. Hein. Et moi, je suis de nature impatiente, donc parfois, on a envie de brûler on a envie de brûler les étapes, mais elles sont nécessaires. Elles forgent le caractère et puis la sensibilité même, surtout. Le mot suivant, après. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que vous avez après? Après l'émission, après ce film? De quoi vous avez envie? J'ai vu une interview l'autre jour d'une actrice qui disait « Moi, j'ai l'impression d'être comme dans une forêt. S'il y a un arbre qui me parle, à un moment, je lui parlerai. Et enfin, je sais pas. Et, bon, alors c'est assez abstrait. Hein. Mais c'est un peu ça. J'ai du mal à définir les choses comme ça avant. Et puis, je trouve que ça peut justement empêcher la surprise. Vous êtes très pragmatique? Non. J'ai cru que vous étiez un intranquille pragmatique. Non. D'accord. Le dernier mot, couleur. Quelle est votre couleur préférée? Ou si votre jeu avait une couleur, quelle serait-elle cette couleur? Oh là là, alors là, vous allez trop loin. Je ne sais pas. Couleur, c'est le bleu, moi. C'est le bleu parce que c'est le bleu de la Méditerranée, c'est tout. C'est ce qui m'attire, ce qui m'a toujours attiré. Et vous parliez de l'après, voilà, moi, souvent je me dis, après une épreuve, il y aura ce bleu-là que je pourrais retrouver à un moment. Et qui me fera du bien. Pourquoi? Je sais pas. Alors, c'est pas le vert. Le vert, j'aime pas. Le vert, je n'aime pas, parce que c'est la couleur, évidemment, que les acteurs de théâtre n'aiment pas. Puis c'est la couleur de l'oubli, c'est le l'été, comme ça. Voilà. Non, il y a quand même des couleurs que je déteste. Très bien. On va regarder le bleu. On va terminer avec un message qu'on a envoyé. On va regarder, écoutez. Quelqu'un vous a envoyé un message. Oui, Raphaël. Voilà, je voulais te poser une question un peu indiscrète. Quand tu as dirigé l'orchestre pour la valse et puis ensuite pour le boléro, est-ce que tu as pu penser que c'était toi qui avais composé ces magnifiques morceaux? Voilà, qu'as-tu ressenti et est-ce que tu as pu l'éprouver? Est-ce qu'en interprétant Ravel, vous avez eu l'impression que c'était vous qui avez composé ces morceaux? Non, quand même pas. J'aurais pas cette... Non, mais je dois dire que les moments de direction d'orchestre dans le film ont été des moments vraiment marquants pour moi, parce que se retrouver donc, au milieu de 90 instrumentistes qui sont tous des cadors dans leur genre, et se dire, on va les diriger, il faut quand même... c'est pour ça que bien préparer la chose était primordial, il faut quand même être armé. Et le chef d'orchestre qui m'avait j'allais dire éduqué, instruit, enfin qui m'avait guidé, m'avait dit, tu verras, la première fois qu'un orchestre joue et qu'on le dirige, se produit une vibration physique ahurissante. Et c'est vrai que quand j'ai dirigé la valse et le boléro, je n'ai jamais eu les jambes qui tremblaient à ce point-là. J'ai ressenti quelque chose. Moi, ça a été un des moments de tournage les plus heureux de ma vie. Vraiment, je m'en souviendrai, mais c'est vraiment... C'est ce genre de moment que vous recherchez aussi quand vous faites ce métier. Là, c'était une émotion extrêmement forte parce que ça réunissait évidemment plein de choses que j'adore. Le plateau, on en parlait, la musique, l'instrument. Moi, j'étais trompettiste, je mets ça avec plein de guillemets, mais j'avais fait un peu pratiquer dans un orchestre rapidement. Donc il y avait tout ça et il y avait le jeu aussi, la pratique. Il y a presque une chorégraphie à faire. Voilà, il y avait
chose Et puis alors là, on en a vu beaucoup des acteurs faire les chefs d'orchestre là, récemment. Donc en fait, on voit les films, on se dit ah ouais, Cate Blanchett, ah ouais, elle est quand même très très forte. Donc c'est quand même un défi aussi. Et donc il fallait. Mais non, j'ai jamais ressenti que j'avais composé les morceaux quand même. Donc vous étiez à Ravel, mais pas jusqu'à son. Enfin, je suis peut-être dans un moment d'égarement, peut-être. Mais bon, si elle pose la question, c'est que elle l'a peut-être senti. Voilà. Elle vous a peut-être senti. C'était quand même la première spectatrice. Et quelle spectatrice, c'est la chance de tourner avec une réalisatrice comme Anne Fontaine, qui a un regard qui vous déshabille au début. Elle a quelque chose qui va vraiment voir votre âme. Et c'est très compliqué au début de soutenir son regard. Moi, je me souviens, au premier rendez-vous avec elle, je me suis dit, ok, donc elle a le regard extrêmement fixe, je ne vais pas lâcher ce regard, parce que c'est une manière d'offrir aussi, d'être avec elle. Et on s'est très très bien compris tous les deux, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette discussion. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et regardés. À la semaine prochaine.